News. À la une de ce journal, saisi d'une quantité importante de chanvre indien et d'autres genres de stupéfiants par le 3e arrondissement de Bamako. C'était lors d'une patrouille pédestre. Également à la une, le déclenchement du processus de rélecture de la charte de la transition, c'était lors du Conseil des ministres extraordinaire ce vendredi. Dans l'actualité internationale, nous parlerons d'Israël et de l'Union africaine. L'Afrique ne doit pas être divisée par un sujet étranger, a déclaré le président sénégalais Macky Sall. Fidèles téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. Dans un communiqué rendu public ce dimanche 6 février 2022, le gouvernement de la transition dit avoir constaté avec regret que la commission de l'UEMOA n'a jusqu'à ce jour adressé aucune notification officielle aux autorités maliennes en rapport avec les sanctions, selon le communiqué, disproportionnées, inhumaines, illégitimes et illégales prises à l'encontre du Mali à la suite de la conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA tenue le 9 janvier 2022 à Accra, au Ghana. Le gouvernement rappelle que la non-notification des dites décisions de sanctions constitue une violation flagrante des textes et procédures qui régissent le fonctionnement de l'UEMOA. Enfin, le gouvernement se dit disponible pour le dialogue et la concertation et réaffirme son attachement aux idéaux de l'intégration africaine. Je vous le disais dans les titres, le 3e arrondissement du district de Bamako continue de faire des exploits. À travers des patrouilles, le commissaire Amadou Balobo Maïga et des hommes viennent de mettre la main sur une quantité importante de chanvre indien et d'autres genres de stupéfiants à caractère nuisible. Adama Sanogo nous fait le point. Pour lutter contre la circulation facile des drogues de tout genre, le 3e arrondissement du district de Bamako s'est dit toujours engagé. Après l'opération Founou Founou qui signifie le tourbillon en français, c'est au tour de l'opération pédestre, comprenez par là, une opération qui s'est faite à pied. Elle a déjà enregistré un bilan positif dès son lancement. Le commissariat de police du 3e arrondissement a effectué une opération au marché de Ngoulounina dans la commune du district de Bamako. Opération au cours de laquelle nous avons découvert une cache d'herbes de cannabis en plein cœur du marché de Ngoulounina. Après avoir interpellé les malfrats, nous avons saisi une quantité importante de chanvre indien. Oui, je suis très satisfait. Comme vous le savez, cette saisie de drogue s'inscrit dans une logique de lutte sans merci qu'on vient d'engager contre la criminalité sous toutes ses formes, conformément aux instructions de la hiérarchie. Saisi le samedi dernier, ces drogues avaient pour destination la zone d'orpaillage de Kenyeba, soutient Amadou Balobo Maïga. Donc, au cours de nos investigations, nous nous sommes rendus compte que ces produits étaient destinés à la zone d'orpaillage de Kenyeba. Bon, grâce à la bonne collaboration entre les forces de police, la bonne coordination entre les forces, le commissariat de police de Kenyeba aussi à son tour a pu interpeller les auteurs et les complices sur le terrain. La quantité exacte de ces drogues n'a pas été précisée. Toutefois, elle est l'œuvre d'un vaste réseau de dealers. Seydou Diara, directeur régional de la police du district de Bamako, invite les populations à collaborer avec la police. Et c'est pour mettre fin aux courses des vendeurs de drogue. Je demande également à la population d'être aux côtés de leur police. Parce que notre raison d'être, c'est la population. Et je crois que dans les jours à venir, d'autres actions fortes, d'autres mesures fortes seront envisagées pour atteindre les instructions données par le DG, à savoir faire changer la paire de camp. Et ça sera fait. Quant aux populations, elles demandent encore une forte mobilisation et implication des autorités supérieures afin d'assainir les communes de Bamako des vendeurs et consommateurs de drogue. Le Conseil des ministres extraordinaire du vendredi dernier a convoqué le Conseil national de la transition en session extraordinaire. L'objectif de cette session est de réviser la charte de la transition. Plus de précisions avec Aruna Saliakoni. Les 18 mois initialement prévus comme durée de la transition est sans nul doute intenable. Ainsi, un plan de secours juridique s'impose à travers la révision de la charte de la transition. Le gouvernement entend,
à travers ces projets de loi adoptés vendredi soir en Conseil des ministres, soumettre à l'appréciation du CNT l'introduction de nouvelles dispositions dans la charte de la transition, conforme aux recommandations des Assises nationales de la refondation, dans le but de mener des réformes nécessaires. Il s'agit d'adopter la nouvelle durée de la transition, une nouvelle date qui, si on s'en tient à la conclusion des Assises nationales de la refondation, doit se situer entre 6 mois et 5 ans. La suppression du poste de vice-président qui est vacant depuis le coup d'État de mai dernier est aussi l'un des points à l'ordre du jour. Selon un expert, cette suppression va permettre au ministre de la Défense de jouir pleinement de tous les pouvoirs au niveau de la sécurité et de la défense. Dans les mêmes projets de loi, l'élargissement du nombre des membres du Conseil national de la transition est évoqué. Avec 121 membres, cet élargissement vise une grande inclusivité. Le projet propose aussi une diminution du nombre de ministres qui est initialement limité à 25 membres. Au-delà de la charte, la révision de l'actuelle loi électorale fait aussi partie de l'ordre du jour de cette session extraordinaire. L'Union pour la République et la démocratie, URD, par une décision du parti issu de sa réunion extraordinaire du 5 février 2022, a procédé à des exclusions et des suspensions. Selon la décision, 11 membres du parti sont exclus pour travail fractionnel suite à l'organisation des congrès au nom du parti et l'utilisation des signes distinctifs sans l'accord de la direction du parti. Ceux qui, selon la décision, sont une violation flagrante de la procédure prévue en la matière. Par conséquent, ils ne pourront plus agir ni parler au nom de l'URD. Toujours selon le communiqué, 19 autres membres sont suspendus pour 6 mois pour avoir accompagné et prêté main forte aux membres exclus lors des événements cités plus haut. Signé par le président par intérim, professeur Salikou Sanogo. La plateforme des habitants de la zone dite aéroportuaire a tenu ce samedi 5 février 2022 un point de presse. Objectif, informer l'opinion de la publication de la liste des personnes choisies pour siéger au sein de la commission qui doit statuer sur le dossier de la dite zone. Suivant le compte-rendu de Moussa Tembine avec la voix de Ibrahim Aguindo. Ce point de presse avait pour objectif d'interpeller le ministre de la Justice sur la liste des personnes qui doivent statuer sur le dossier de la zone dite aéroportuaire, dont aucun membre de la plateforme ne figure. 3 jours de cela, nous avons vu l'apparition de cette commission qui était notre demande. Mais à notre grande surprise, nous avons vu d'autres noms sur la liste qui représentent les habitants de la zone différents des habitants même qui ont décidé de se retrouver en plateforme. Depuis l'apparition de la liste, nous n'avons pas encore vu le ministre. Mais nous avons vu le ministre quelquefois avant l'apparition de la liste, parce qu'il y avait des rumeurs qui coulaient. Il y avait des rumeurs qui se disaient qu'il y avait quelque chose inédit qui était déjà préparé officieusement concernant cette liste-là. Et nous avons approché le département en ce moment-là. Nous les avons fait part de tout ce qui est comme la réalité de ce terrain. Tout ce il y a des usurpateurs qui passent, il y a des spéculateurs fonciers qui sont dans cette course-là il y a longtemps. Nous avons été au ministère pour alerter le gouvernement sur ça. Et nous avons dit de faire attention et d'être vigilants parce que d'autres personnes, les rumeurs nous reviennent que le gouvernement a un projet de prendre d'autres personnes différemment de nous qui vont représenter les habitants dans la commission. Nous avons considéré ça comme des... Mais cela ne nous a pas empêché de les alerter sur ces aspects. Et malheureusement, c'est ce que nous avons constaté après l'apparition de la liste. Et ça nous prouve que l'information, les rumeurs c'était une réalité, c'était déjà préparé et c'était déjà préparé pour que nous ne puissions pas faire partie de la commission. Pour le porte-parole, le gouvernement ne laisse plus le choix. Ils vont devoir reprendre très bientôt leur activité afin de revendiquer ce qui leur revient de droit. Vous êtes témoin, nous avons fait appel à la presse en vue de surseoir un peu aux activités, aux pressions et tout ça, parce que nous avons jugé nécessaire que le pays était dans la difficulté, sous embargo et tout ça. Nous nous sommes dit qu'il faut d'abord soutenir les autorités pour sauver l'essentiel, pour envoyer d'abord les conditions meilleures afin que nous puissions revendiquer ces droits. Et nous pensons que nous sommes dans l'obligation de revenir sur nos activités. Parce que le gouvernement ne nous a pas laissé le choix. Nous pensons que c'était au gouvernement de comprendre que nous avons vu réellement que le pays est dans la difficulté. C'était à eux d'œuvrer dans le sens de l'unité, c'était à eux d'œuvrer dans le sens de l'apaisement. Mais nous avons vu qu'ils ont profité, ils ont bien trouvé, ils ont utilisé cette occasion et faire quelque chose qui ne va pas dans le sens de l'apaisement, notamment dans la zone aéroportuaire. Nous sommes obligés de sur nos activités que nous avons prévues, les rassemblements, les meetings pour revendiquer ce droit-là, parce que nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas vraiment laisser que le gouvernement vienne reprendre les mêmes erreurs que le précédent avait déjà fait, qui a fait beaucoup de... Nous avions pensé que ce gouvernement allait corriger le tir, mais ils sont sur la voie de reprendre les mêmes erreurs et nous ne pouvons pas laisser faire.
Selon le porte-parole de la plateforme, il faut que le gouvernement écoute la voix des habitants de la zone et revoir la liste afin que les vrais acteurs puissent siéger au sein de la commission. La capitale éthiopienne a abrité 2 jours durant la réunion des dirigeants africains. Cette 35e édition a été marquée par l'intronisation du président sénégalais Macky Sall, président de l'Union africaine. Le rassemblement s'est achevé sur une note de désaccord des chefs d'État africains. Les détails avec Ibrahim Guindo. Les chefs d'État africains étaient réunis dans la capitale éthiopienne Addis Abeba pour la 35e édition du sommet de l'Union africaine ce week-end. Les responsables africains ont profité pour débattre des sujets brûlants du continent. L'un des moments marquants de ce sommet a été le passage des flambeaux de Félix Tshisekedi à son successeur, le président Macky Sall. Le président sénégalais dit vouloir jouer pleinement le rôle dans la résolution des crises sécuritaires et sociopolitiques en Afrique, notamment dans la partie ouest. Il a également invité l'Union africaine à se doter de textes plus rigoureux, plus durs. Macky Sall estime que l'organisation doit soutenir sans équivoque les sanctions prises par la CEDEAO à l'égard du Mali. En ce qui concerne la Guinée-Conakry et le Burkina Faso, le nouveau président de l'Union les appelle à proposer un plan de sortie de crise raisonnable. L'Union africaine, d'une voix commune, condamne les coups d'État perpétués ces derniers temps. Lors de ce sommet, il a également été question de la guerre en Éthiopie. Niant l'inaction, l'Union africaine déclare qu'elle va redoubler d'efforts pour arracher un cessez-le-feu et dit travailler depuis plusieurs mois à une résolution du conflit au Tigré. Un conflit qu'Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien, a présenté comme une question domestique. Les dirigeants africains se sont quittés sans accord sur l'accréditation d'Israël en tant qu'observateur de l'Union africaine. Par contre, une commission a été mise en place pour trouver un consensus entre les présidents du continent. Il a aussi été question de la sécurité alimentaire, principale thématique de cette 35e édition. Comment sortir l'Afrique de la dépendance alimentaire alors que le continent possède plus de 60% des terres arables du monde. Le Premier ministre Abiy Ahmed préconise aux chefs d'État d'utiliser les atouts naturels du continent et développer la production agricole, seul moyen de nourrir la population sans dépendre de l'aide extérieure. Nous allons en Russie à la découverte du trou le plus profond au monde. Dans l'image du jour, ce petit couvercle métallique rouillé sur le sol de la péninsule couvre le trou le plus profond jamais creusé dans le sol de notre planète. Appelé Kola Superdite Borealis, en anglais littéralement le forage super profond de Kola, il s'enfonce à 12 262 mètres sous terre. Il est situé en Russie, dans la péninsule de Kola, où les scientifiques ont foré le sol pendant 19 ans pour atteindre une profondeur de 12,2 km avec un diamètre de 23 cm. Ce forage, commencé en 1970 et interrompu en 1989, aurait en principe dû se poursuivre car les soviétiques voulaient creuser encore plus profondément pour atteindre la limite entre la croûte terrestre et le manteau supérieur de la Terre situé à 35 km. La vulgarisatrice scientifique Viviane Lalande s'est intéressée à ce fascinant projet. Selon elle, la fin de la guerre froide ainsi que de nombreux problèmes techniques ont eu raison de ce projet de forage et l'embouchure du trou est aujourd'hui condamnée. Par exemple, les scientifiques ont été contraints d'interrompre le forage car la température enregistrée au niveau le plus profond était de 180 degrés Celsius, soit presque 2 fois plus que ce qu'ils avaient anticipé. Jusqu'ici, la technologie est incapable de dépasser ces 12,262 mètres de profondeur. C'est donc un projet titanesque qui a permis des découvertes étonnantes. L'actualité internationale avec Sokona Jakiti. Alors que le sommet de l'Union africaine touche à sa fin, le président de la commission de l'UIA, Moussa Faki Mahamat, défend sa décision en juillet 2021 d'accorder un statut d'observateur à Israël, un sujet qui divise profondément l'organisation dans la recherche de la paix. Il dit également que les coups d'État récents donnent l'impression que l'Afrique recule et revient aux années 70. Nous avons débattu en toute transparence sur le sujet. Évidemment, vous devinez que c'est un sujet qui divise, puisque les pays ont des positions différentes. Et nous avions estimé que l'Afrique ne doit pas être divisée par un sujet qui lui est étranger.
Donc, il appartient, à mon sens, à l'Union africaine aujourd'hui de travailler sur des textes encore plus rigoureux, encore plus durs sur les interruptions anticonstitutionnelles de pouvoir et que les auteurs de ces actes puissent être immédiatement non seulement sanctionnés, mais que les pays qu'ils dirigent puissent être immédiatement sanctionnés à tous les plans. Je sais que l'Union africaine, à l'instar des Nations unies, a opté pour la solution de 2 États, ce qui suppose qu'il faut parler avec les 2 parties. Et j'ai cru devoir faire jouer un rôle à l'Union africaine dans la recherche de la paix. Ça, ce sont les mobiles que j'ai expliqués amplement. Pour le reste, le président vous a dit la démarche qu'il y a et naturellement, je me plierai aux décisions qui seront prises par les chefs d'État. La militarisation du continent africain, c'est vrai, c'est un coup d'État en moins de 2 ans. Ça donne l'impression que l'Afrique recule et revient aux années 70 où les coups d'État militaires étaient légion. C'est absolument inadmissible. Pour conclure, le président de la Commission de l'Union africaine déclare, je cite, « Dire que ce sont les ingérences extérieures, je crois que c'est aller trop vite en besogne. Il y a des problèmes intrinsèques, il y a des problèmes de gouvernance, il y a peut-être des difficultés certainement, mais il ne faut pas jeter l'anathème sur les autres. Je crois qu'il faut s'assumer et régler nos problèmes nous-mêmes. » Fin de citation. Démantèlement d'un camp de migrants à la frontière américaine. Un camp d'environ 380 migrants, essentiellement mexicains et centra-américains, a été démantelé dimanche par les autorités à Tijuana, près de la frontière du Mexique avec les États-Unis, ont-elles annoncé. La skieuse acrobatique Jakara Anthony, qui a remporté l'or olympique en ski de boss dimanche, décrit le moment où elle a terminé sa descente. C'était une sensation incroyable de terminer la course. Je savais que j'avais fait quelque chose vraiment au sommet de mes capacités. Et cette sensation est incroyable. C'est assez rare de se sentir comme ça après une course. Alors le faire sur la scène olympique était spectaculaire. J'ai juste hâte de voir ma famille. Je ne les ai pas vus depuis. J'ai été absente plus de 3 mois maintenant. Alors ça sera très spécial de pouvoir enfin célébrer cela avec eux. C'est un sentiment incroyable d'avoir remporté une médaille hier soir. Tout le travail acharné et les sacrifices que moi-même et toute mon équipe avons fait ont porté leurs fruits. Les mots me manquent vraiment. It's incredible. I'm just like lost for words over it, really. Quant à la snowboardeuse Tess Cody, elle a doublé la mise pour le pays après avoir remporté le bronze en slopestyle féminin. Je pense que le fait d'avoir reçu la médaille hier soir m'a vraiment fait réaliser. Donc, c'était assez fou. J'en profite autant que je peux parce que c'est assez fou. Parlons sport avec la CAN Cameroun 2021. Finaliste malheureux en 2002 et 2019, le Sénégal est désormais champion d'Afrique. En finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal s'est imposé face à l'Égypte à l'issue de la séance des tirs au but, 4 tirs contre 2. Les 2 équipes étaient en égalité au terme du temps réglementaire, 0 but à 0. Le résumé avec El Hadji Malik Guitei. L'année 2022 est enfin la bonne. Après des échecs en 2002 et 2000. Écrit l'histoire. Les lions de la Teranga rugissent. Opposé aux pharaons d'Égypte, cette fois champion d'Afrique, les Sénégalais favoris sur les papiers ont produit un très bon football, mais péchaient chaque fois dans les derniers gestes. Très bien, s'ensuit alors la séance fatidique des tirs au but qui tourne à l'avantage du Sénégal. Après un tir raté de chaque côté, Edouard Mendy stoppe le 4e tir égyptien et donne l'opportunité à Sadio Mané d'offrir au Sénégal sa première couronne continentale après tant d'années d'échecs et de déceptions. Nous restons toujours dans le cadre de la CAN Cameroun 2021. La Confédération africaine de football CAF a rehaussé la prime de victoire pour le vainqueur de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Cela a été annoncé par son président Patrice Motsepe le mardi 25 janvier au cours d'une conférence à Yaoundé avec la presse. Amadou Tolo nous explique.
Voilà une nouvelle qui devrait motiver les nations qui ont participé à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021. Millions de francs CFA, a déclaré Patrice Motsepe, président de la CAF, et de poursuivre. Les sélections éliminées en demi-finale ont touché la somme de 2,2 millions d'euros, soit 1,441 milliard de francs CFA. Quant aux équipes qui se sont arrêtées en quart de finale, elles ont quitté la compétition avec la bagatelle de 703 361 euros, soit 460 millions de francs CFA, précise le patron du football continental, le Sud-Africain Patrice Motsepe, avant d'ajouter que cette augmentation est conforme à l'engagement de la CAF de récompenser les meilleures performances et de renforcer le statut de la compétition la plus prestigieuse d'Afrique, la CAN. Il précise que cela était une promesse de campagne. Les primes des 20 précieux sésame. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Joliba TV News. Joliba Evening News.